Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. C'est avec grand plaisir que je reçois Dominique Hansen. Dominique est formateur en hypnose ericksonienne, hypnose classique et en PNL, programmation neurolinguistique. Il est aussi hypnothérapeute à l'Institut d'hypnose Palo. Un invité particulièrement cher à mes yeux, car c'est dans son institut de formation que je me suis formée à l'hypnose. Passionné par cette discipline, il nous livre sa vision de celle-ci et détaille les usages que nous pouvons en faire. Nous discutons aussi du futur de l'hypnose. Il nous explique comment le regard porté sur cette discipline a changé au fil des ans et comment ces évolutions se sont répercutées dans son cabinet. En effet, à l'heure où l'hypnose fait son entrée à l'hôpital, démontrer par des études scientifiques l'efficacité de l'hypnose peut aussi être une arme à double tranchant. Enfin, nous discutons de ses projets à venir autour de l'hypnose. Bonsoir Dominique, je suis enchantée de te recevoir parce que tu es hypnothérapeute, mais tu es surtout mon formateur dans de la formation que j'ai faite de praticienne en hypnose ericksonienne. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ok, bonsoir Claire-Vie. Donc moi je suis Dominique, effectivement, je suis hypnothérapeute à Pau et puis je fais aussi des formations en hypnose depuis maintenant quelques temps, quelques dizaines, bientôt une centaine de personnes, je pense. Voilà, donc mon parcours, c'est un parcours assez large, assez varié, puisque j'ai au départ une formation d'ingénieur, comme toi, je crois, et puis j'ai travaillé longtemps dans le médico-social, dans une institution médico-sociale, m'occuper de personnes, de travailleurs handicapés, mais aussi de foyers de vie, foyers d'hébergement. Donc comme responsable éducatif, et puis j'étais passionné par l'hypnose depuis très longtemps, et puis voilà, j'ai passé le cap de me lancer pour d'abord m'occuper de clients, puisque c'est comme ça qu'on dit dans notre secteur, et puis aussi pour transmettre certaines choses que j'ai envie de transmettre. D'accord. Et tu dis que tu étais passionné par l'hypnose depuis très longtemps, ça remonte à l'enfance et tu te souviens un petit peu de cette découverte de l'hypnose? Ouais, alors je crois que le tout départ, l'éveil de ça, c'était quand j'étais vraiment petit, j'avais peut-être 7, 8, 9 ans, et je voyais, j'étais dans un spectacle, j'adorais la magie, et puis au travers de la magie, j'ai aussi rencontré un peu la magie de l'hypnose, qui au départ me paraissait totalement fantastique, puisque j'étais quelqu'un de très cartésien, je voulais absolument comprendre. Et puis c'était très difficile à l'époque, là, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de littérature, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc je suis tombé un jour sur un bouquin qui parlait un peu d'auto-hypnose et tout ça, donc j'ai commencé à expérimenter des choses autour de l'hypnose, je crois, autour de 14 ans. Voilà. Et puis après, petit à petit, je me suis nourri de tout ce que je pouvais trouver, et puis j'en suis venu à m'intéresser aussi à la PNL, je crois dans les années 90, avec le livre La pouvoir illimité, qui était un best-seller d'Anthony Robbins, et puis voilà, petit à petit, les formations un peu plus classiques autour de l'hypnothérapie, pour en arriver là aujourd'hui. D'accord. Et ça n'a pas été trop difficile de quitter une carrière un petit peu traditionnelle pour te lancer vers le métier d'hypnothérapeute? Alors non, parce que d'abord j'ai cet état d'esprit un peu d'entrepreneur. J'avais déjà eu d'autres activités en libéral ou d'entrepreneur, des petites choses que je faisais. Alors c'était soit des à côté, soit une période où j'étais plus jeune, où effectivement je m'étais lancé dans le commerce un petit peu avec ma femme. Donc voilà, l'esprit d'entrepreneur, je l'ai toujours un peu eu. Et puis je crois que quand on est passionné de quelque chose,
il y a toujours des portes qui s'ouvrent en définitive. Voilà, parce qu'on a des choses qui nous font vibrer nous-mêmes et du coup on arrive à susciter, je crois, de l'intérêt aussi auprès des gens autour de nous et je crois que ça se partage et c'est plus facile comme ça. Voilà. D'accord. Et je reviens un petit peu à ton intérêt pour l'hypnose. C'était l'hypnose sur toi d'abord ou alors avec les autres? Tu t'es d'abord intéressé vers quel domaine, auto-hypnose ou plutôt ce que tu pouvais amener aux autres? Alors au départ, c'était vraiment l'auto-hypnose que j'ai beaucoup expérimenté quand j'étais jeune, les états de conscience modifiés, essayer de trouver des ressources pour se dépasser, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit par l'imaginaire, le rêve lucide, toutes ces choses-là. Et puis après, ce que je partageais avec les autres, c'était plus, et j'avais de l'intérêt pour tout ce qui est spiritisme, donc toutes ces choses qui sont qu'on peut tout à fait démystifier avec l'hypnose, mais un petit peu qui sont quand même la magie de l'esprit. Quand on est jeune, en tout cas, ça fascine quoi. D'accord. Et tu peux nous partager peut-être quelques expériences intéressantes qui t'ont particulièrement marqué que tu as pu faire en auto-hypnose? Alors, déjà autour du sport, dans le cadre sportif, c'est vrai que quand on arrive à vraiment se dissocier, on peut, notamment pour tout ce qui est sport d'endurance, arriver à des performances qui sont assez exceptionnelles par rapport à ce qu'on fait quand on est en conscience de ce qu'on fait, quand on est dans la souffrance de l'effort, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas mal exploré voilà, donc au travers d'expériences comme voilà du footing, des pompes, des tractions où j'ai toujours un petit peu réussi à impressionner certaines personnes qui avaient vraiment beaucoup d'entraînement et avec l'auto-hypnose j'ai réussi à voilà à avoir certaines performances assez sympas quoi. Donc, euh, donc ça c'était, je crois, le plus visible et le plus intéressant pour des personnes qui ont pu observer en définitive l'effet de l'auto-hypnose dans une performance physique. D'accord. Et tu continues à pratiquer l'auto-hypnose régulièrement à ce jour? Ouais, complètement, parce que pour moi, l'auto-hypnose c'est vraiment la base de ce que doit faire un bon hypnothérapeute, un bon hypnotiseur. Euh, Puisque quand on arrive à explorer ses propres capacités à rentrer en auto-hypnose, ça nous donne une bonne compréhension aussi de ce que vit l'autre. Et puis, je crois que c'est une petite citation un peu célèbre d'Erickson qui disait si jamais vous êtes avec des personnes résistantes en hypnose, que vous n'arrivez pas bien à hypnotiser, mettez-vous vous-même en auto-hypnose et les choses vont beaucoup mieux. Et c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire que la transe c'est quelque chose qui se communique. Quand soi-même on arrive à amener une personne avec nous dans notre propre transe, c'est-à-dire dans notre propre état de rêverie ou dans notre propre expérience un petit peu décalée par rapport au ici et maintenant, eh bien les choses deviennent beaucoup plus faciles quoi. D'accord. Et ensuite, tu as ouvert un institut de formation. C'est quoi à nouveau qui t'a poussé à franchir cette étape supplémentaire par rapport à ton métier déjà d'hypnothérapeute? Alors c'est un petit peu aussi les comment dire les le flux de la vie, le flot de la vie qui fait qu'à un moment donné il y a des choses qui me passionnent, donc j'ai des personnes autour de moi qui ont eu un intérêt pour apprendre l'hypnose et je vais commencer à faire des petites formations, à faire des petits moments de partage autour de l'hypnose, l'auto-hypnose, une journée, 2 journées, et puis des personnes qui se sont vraiment intéressées, qui ont été fascinées comme moi par tout ce que l'hypnose peut nous permettre de découvrir de nous-mêmes
et puis de la psychologie, et qui m'ont demandé à continuer, à prolonger, à les former davantage. Et comme ça, petit à petit, je me suis retrouvé avec tout un programme et je me suis dit pourquoi pas maintenant le partager de manière un peu plus large à ceux que ça intéresse. Et il se trouve que ça intéresse du monde, donc donc voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui marche bien, qui grossit et qu'on développe, je crois, dans le bon sens. D'accord. Et tu parlais aussi de la PNL. Tu pourrais expliquer peut-être un petit peu à nos auditeurs ce que ça est, ce qui peut être complémentaire par rapport à l'hypnose? Ouais, complètement. Alors c'est intéressant parce que la PNL a eu quelque part, il y a eu une grande mode autour de la PNL dans les années 90-2000 et puis maintenant en ce moment j'ai l'impression que la PNL c'est un petit peu un peu moins à la mode, un peu plus critiqué parce que les personnes reviennent, ils veulent de l'hypnose un petit peu plus directe. Alors que la PNL, en définitive, c'est au départ, ceux qui ont créé la PNL, Grinder Bandler, c'était au départ des hypnotiseurs. C'était clairement des hypnotiseurs qui maîtrisaient parfaitement bien les techniques d'hypnose et qui, grâce à la PNL, ont modélisé le travail, notamment d'Erickson, mais aussi d'autres monuments de la thérapie brève, donc qui ont créé des protocoles qui sont un petit peu l'ossature ou les mécanismes d'outils de changement qui étaient employés par ces thérapeutes comme Erickson, mais qui le faisaient de façon très intuitive. Donc la PNL, ça donne vraiment une compréhension des mécanismes de changement, mais comment dire il suffit pas d'appliquer un protocole PNL, il faut vraiment comprendre les mécanismes pour pouvoir l'utiliser et se l'approprier et l'adapter à nos clients. Donc pour moi, ce sont vraiment des choses très complémentaires. La PNL et les outils de la PNL sont super intéressants, mais il faut les amener, les guider de manière hypnotique, c'est-à-dire il faut que la personne vive ces outils, qu'elle rentre dans l'expérience et il faut que l'outil soit adapté aux besoins de la personne évidemment. Donc il ne s'agit pas de donner des protocoles en réponse à un symptôme, mais plutôt d'utiliser des mécanismes en réponse à un processus, c'est-à-dire un fonctionnement, une façon de fonctionner d'une personne qui est un petit peu enfermée, bloquée dans quelque chose qui ne lui convient plus, et puis l'aider à changer dans son processus grâce à ces outils. Voilà. D'accord. Du coup, quand un client vient te voir, toi, tu fais un petit peu un mélange de ces disciplines en alliant hypnose, PNL, suivant la personnalité du client, la problématique du client, c'est bien ça? Ouais, alors moi j'ai envie de dire aujourd'hui, la PNL donne une très bonne compréhension de mécanismes, mais je fais plus de protocole de PNL et je fais de l'hypnose. Clairement, j'essaye d'être hypnotique du début à la fin avec la personne et puis au rythme du client, c'est-à-dire parfois on le dissocie, c'est-à-dire on l'amène un petit peu plus loin dans son monde intérieur, dans ses souvenirs ou dans ses automatismes. Par moment, on vient réagréger, réassocier un peu plus de conscience, on travaille un peu plus avec lui dans l'instant, et puis les expériences qu'on va faire de manière hypnotique et dissociée, l'idée c'est petit à petit de les ramener à un niveau conscient pour qu'il puisse lui changer dans son quotidien en définitive, parce que dans son quotidien il est plus en hypnose, il est plus dans un exercice de PNL, il est dans sa réalité. Et ce qui est réellement important, c'est que la personne puisse amener et utiliser le travail et les expériences qu'il a faites dans ces séances d'hypnose dans son quotidien. Donc on se sert des mécanismes de l'hypnose, on se sert des mécanismes de la PNL avec une compréhension des processus de la personne et puis on improvise, on y va, on s'adapte au sujet, au client. D'accord. Et ça fait un moment que tu es hypnothérapeute, tu as beaucoup d'expérience. Est-ce que tu as vu une évolution depuis le début de ta carrière
jusqu'à aujourd'hui sur les problématiques pour lesquelles les gens viennent te voir ou la perception de l'hypnose. Tu as pu noter un changement par rapport à cela? Alors, clairement, les problématiques, bah, c'est toujours un petit peu les mêmes. Les gens viennent pour tous ceux qu'ils n'arrivent pas à résoudre à un niveau conscient, là, tout ce qui bloque, ils ont essayé, ils n'y arrivent pas, donc ils disent tiens, peut-être qu'un hypnotiseur va pouvoir me changer, me trifouiller un truc dans mon cerveau pour que ça change. Donc l'idée, elle est toujours un petit peu là. L'évolution qu'on a vue, c'est que aujourd'hui les personnes ont une plus grande compréhension, une plus grande connaissance de l'hypnothérapie, ils ont moins peur de ça. Depuis quelques temps aussi, on voit des personnes qui ont déjà consulté des hypnothérapeutes, des personnes qui donc savent un peu plus de ce dont il s'agit. Et c'est une bonne chose, mais pas que. Parce qu'en définitive, il y a autant d'expériences d'hypnose que de sujets. Hein. C'est-à-dire que quand on rentre dans un état d'hypnose, chacun vit une expérience qui est la sienne. Mais il y a aussi autant d'expériences d'hypnose que le permet l'imaginaire donc du sujet, mais aussi que va le décrire et que va le permettre l'imaginaire ou les explications de l'hypnotiseur, de l'hypnotiste. Et aujourd'hui, il y a des hypnotiseurs qui ont une compréhension parfois un peu limitée de ce que c'est l'hypnose, et donc qui transmettent cette compréhension limitée. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent avec, en définitive, parfois des blocages, des croyances qui sont beaucoup plus limitées que celui qui connaît l'hypnose que par le spectacle et que par le côté totalement magique. Donc des personnes qui du coup ont beaucoup plus de mal à rentrer dans une expérience un petit peu plus qui est un petit peu plus forte, un peu plus profonde. Et ça, c'est des choses parfois qu'on peut tout à fait recadrer, réexpliquer. Mais malheureusement, il y a aussi un certain nombre de personnes qu'on perd un petit peu aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui, j'ai rencontré une personne par hasard, un commerçant qui me dit tiens, on fait de l'hypnose, j'en ai déjà fait, et on m'a dit que j'étais réceptif à 1 sur une échelle de 1 à 10. Je dis ah bon, c'est curieux. Et il m'a dit oui, je suis allé voir un hypnotiseur ou un hypnothérapeute, et puis il m'a fait faire un test, et donc il m'a dit je suis réceptif à 1. Et j'ai dit c'est bien dommage parce que on peut être réceptif à un certain jour ou avec certaines personnes ou à certains moments, et on peut être réceptif à 10 à d'autres moments. Et tous les cerveaux humains sont à peu près fait la même chose. On a tous des mécanismes d'empathie, ou à peu près tous. On a tous des émotions, on a tous un imaginaire. Il nous arrive tous parfois de nous dissocier totalement de notre état de conscience ordinaire. Par exemple, lorsqu'on s'endort le soir et qu'on rentre dans le sommeil paradoxal où on se met à rêver. Donc, si on a cette capacité à rêver, on a tout à fait la capacité à se laisser guider dans ce rêve par un hypnotiseur, mais à vivre le rêve comme une réalité. Donc, en définitive, un message, j'en profite pour le faire passer, c'est que potentiellement, on peut tous rentrer dans un état d'hypnose très profond, somnambulique, mais il faut que ce soit le moment pour nous, il faut que ce soit la bonne personne, il faut qu'on se sente en sécurité. C'est comme pour s'endormir le soir, si je me sens en sécurité, je m'endors. Si je suis tracassé, je m'endors pas. Donc, oui, de ce point de vue, il y a des choses qui ont évolué aujourd'hui, il y a des croyances qui sont en train de changer, il y a des hypnothérapeutes, des hypnotiseurs qui démystifient un peu l'hypnose, ça c'est une bonne chose. On ne croit plus que c'est un phénomène magique, métaphysique, mais il faut pas enlever trop de magie non plus parce qu'elle existe, la magie dans l'hypnose. Dans l'hypnose, on peut vraiment vivre des expériences extraordinaires, carrément magiques, carrément bizarres, carrément surprenantes. Et ça, il faut que ça continue à se savoir, il faut continuer à transmettre ça pour que les personnes aient réellement envie d'aller voir l'hypnotiseur quand elles sont bloquées à un niveau conscient
parce que l'hypnotiseur, il a des capacités, il a des choses à faire avec cette personne. Il peut la guider, il peut l'aider à déverrouiller, à débloquer des pensées qui sont totalement subconscientes, inconscientes, qui se situent à un autre niveau que dans notre synthèse, dans notre réflexion consciente. D'accord. Et par rapport au futur de l'hypnose, tu arrives un petit peu à l'envisager? Tu penses qu'il va y avoir des changements majeurs importants, peut-être une place plus grande accordée à l'hypnose, peut-être même dans le domaine médical? Tu as un avis là-dessus? Ouais, mais complètement. Aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui est carrément en cours. Ça y est, aujourd'hui, on a de plus en plus d'infirmières qui viennent se former, des hôpitaux qui nous appellent. Tout le monde s'ouvre à l'hypnose parce que aujourd'hui, c'est indéniable. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça marche et sait que notre cerveau a des capacités à gérer, à traiter certaines choses de manière un petit peu différente que par les psychothérapies classiques. Donc je crois carrément qu'il y a un avenir et que il y a beaucoup de changements qui vont encore se faire dans les années qui viennent en termes de psychothérapie, en termes de prise en charge de la douleur des malades, etc. Ouais. D'accord. Et toi, tu as des projets particuliers dont tu voudrais nous parler par rapport à ta pratique de l'hypnose ou enfin, de façon personnelle ou si tu as des choses que tu veux développer dans le futur? Ouais, alors des projets, j'en ai toujours 10 000, donc j'en ai quelques-uns qui avancent bien, notamment un projet qui me tient vraiment à cœur, parce que l'hypnose, dans l'idée des personnes, il y a quand même cette forte notion de hypnose et sommeil. Je dors en hypnose, donc beaucoup de thérapeutes guident aussi l'hypnose comme ça, de cette manière-là, en relaxant les personnes et en les amenant vers un état de rêverie. Et dans ce rêve, on vient quelque part changer une vision métaphorique d'une problématique. Donc, tout ça, c'est très chouette. Mais aujourd'hui, je crois que le plus gros souci, la plus grande difficulté que rencontrent les gens, les personnes dans nos pays occidentaux, justement, c'est d'être trop dans le mental. C'est que tout se passe dans la tête, les gens ne sont plus dans le corps. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux développer, c'est une hypnose beaucoup plus corporelle, c'est-à-dire associer les outils de l'hypnose et la puissance de l'imaginaire, l'associer à notre corps au travers de mouvements, de Qigong, etc. Donc, je travaille avec une prof de Qigong sur ce projet-là pour utiliser vraiment le corps pour les inductions hypnotiques, pour se dissocier de notre pensée consciente, mais notre pensée consciente qui en définitive est déjà très dissociée de l'environnement, de l'instant présent, puisque nos pensées conscientes sont beaucoup sollicitées par l'anticipation, les projets, les ruminations, nos peurs, etc. Donc utiliser vraiment et allier ces techniques, utiliser les techniques de Tai Chi de Qigong pour d'abord revenir un petit peu dans le corps et puis vivre des expériences hypnotiques à la fois fortes, partir dans l'imaginaire, etc. Mais à la fois avec une espèce d'éveil dans le corps et puis le corps qui reste très associé pour donner des outils aux personnes après pour eux-mêmes gérer très rapidement leurs émotions, faire de l'auto-hypnose et se sentir bien mais dans leur corps. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui va être très très chouette, qui va se développer là dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Ouais. Oui, ça donne envie en tout cas. Et tu pratiques toi-même le Qigong? Enfin, tu as d'autres pratiques de bien-être d'ailleurs que tu fais régulièrement pour te sentir bien? Alors le Qigong, non, c'est une nouveauté pour moi. Enfin, oui et non. En fait, j'ai fait moi-même beaucoup de stages de développement personnel avec des personnes
qui ont ce genre de pratique. Moi-même, j'ai fait pas mal d'arts martiaux dans ma jeunesse, j'en fais encore un petit peu. Je fais déjà beaucoup d'auto-hypnose debout avec des exercices de respiration, en mobilisant le corps, en utilisant et en amenant de la conscience comme ça dans les différentes parties du corps, dans les articulations. Donc j'ai un petit peu ma méthode à moi, mais là ça va être chouette parce que j'ai vraiment utilisé des outils d'une personne qui connaît beaucoup mieux que moi encore le corps. Et moi je vais rajouter cette partie métaphorique, imaginaire, pour créer des petits exercices spécifiques. D'abord pour les hypnothérapeutes, justement pour ces hypnothérapeutes qui pensent que certaines personnes sont résistantes ou sont à 1 sur 10 pour entrer en hypnose. Peut-être que ces personnes-là, si on les ramène un peu d'abord dans l'instant, dans le corps, ça va débloquer des choses. Ensuite, pour créer aussi une connexion physique entre le thérapeute, ou du moins une connexion énergétique entre le thérapeute et le client, quelque chose de très subtil qui demande de la concentration et qui permet ensuite d'utiliser cette concentration pour l'amener petit à petit là où la personne a besoin d'aller, que ce soit dans un souvenir, que ce soit se projeter dans le futur pour faire un nouvel apprentissage, par exemple, de se sentir bien dans son corps dans certaines circonstances, ou d'être maître de soi-même dans certaines circonstances. Donc on peut imaginer tout ce que ça peut permettre, que ce soit la confiance en soi en public, devant des personnes, que ce soit les troubles sexuels, que ce soit toutes ces choses-là, je pense, où il y a plein de possibilités, quoi. D'accord. Et si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur ce projet ou sur toi, tout simplement, ils peuvent te trouver où sur Internet, si tu peux bien donner ton site ou les endroits où ils peuvent te trouver. Ok, alors mon site c'est hansen-hypnose.com. Voilà, si on tape sur Google formation en hypnose ou Institut d'hypnose pas loin, on nous trouve. Mais après, sur ce petit projet, sur le Qigong, là, c'est vraiment un inédit, là, c'est quelque chose qui est encore top secret. Donc c'est entre nous, et puis voilà, tes auditeurs ont la chance d'avoir fait un peu en primeur. Et c'est quelque chose autour duquel on communiquera plus tard. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup Dominique, et puis je te souhaite une bonne soirée et belle continuation sur ce projet alors. Merci beaucoup Carrie, à bientôt, bisous. Merci de vous être joint à notre conversation. Vous trouverez toutes les notes sur cet épisode à la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Un petit annoncement que je voulais aussi vous livrer pour conclure cet épisode. Ça y est, je lance mes activités à la rentrée. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYGOA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, à Limandouce, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Pour cette première édition, nous allons partir en hypnose à la rencontre de notre animal totem. Quant à la matinée du yoga, elle sera consacrée à l'exploration du chakra racine. Décollage le 20 septembre.